Et on va passer à la deuxième partie, qui est le débat d'orientation budgétaire. Donc, je ne vais pas tout vous relire, je vais cocher les places qui sont importantes pour revenir après à ce qui est là, on doit arriver avec le DOG, c'est-à-dire les prévisions pour l'année. Donc, cette année, bien évidemment, comme vous a été expliqué dernièrement à la commune, le débat d'orientation budgétaire est étape essentielle de procédure budgétaire des collectivités comportant plus de 3500 habitants. Donc, dans la communauté de communes de Pays-de-Telle, on est 3. Participe à l'information des élus, favorise la démocratie participative de l'Assemblée délibérante en facilitant les discussions sur les priorités et les évolutions de la situation financière de la commune, et ce, préalablement au vote du budget primitif. J'attire votre attention, le budget, je vous ai donné la date du 15, non, ce sera le 13, parce que tout le monde a bien corrigé au passage. Donc, en cas d'absence de vote, toute délibération relative à l'adoption ultérieure du budget primitif est illégale. Donc, la délibération, enfin, ce soir, est obligatoire, elle permet de prendre acte de la tenue du vote. Donc, sur l'économie mondiale et la pandémie, je ne vais pas vous lire tout ce qui est écrit, chacun sait que tout le monde, toutes les communes, les comités de communes, l'État, tout le monde est impacté. Nous, on n'a pas 20% de PIB en moins, mais n'empêche qu'on est impacté quand même dans certains secteurs, et particulièrement le centre-est. Donc, la chute d'activité sur de clientèle, évidemment, se joue aussi, puisqu'on a aussi surveillé des plans sociaux. On n'est pas obligé de fermer l'entreprise, il peut y avoir aussi un plan social avec aussi des personnes qui ont un chômage, je pense, momentanément, compte tenu des prévisions qu'on nous fait aujourd'hui. Donc le Covid, eh bien, c'était une année très dure pour les personnes, c'était très dur pour les élus aussi, je vous garantis, tout simplement parce que chaque jour que Dieu fait, nous avons des malades, des cas contacts. Il faut reprendre chaque jour les plannings de nos personnels à qui je rends hommage, parce que quand vous faites votre planning aujourd'hui et qu'on vous le rechange demain et qu'on vous le rechange après-demain, c'est pas facile. Donc tout ça, ça a joué évidemment sur la gestion de la commune. Évidemment, pour ceux qui travaillent, ça joue aussi sur leur travail dans les entreprises. Et tout le monde est impacté, puisque là, personne ne peut dire qu'il laisse en sent mieux que d'autres, puisqu'au bout d'un an, on subit. On est pratiquement revenu à la case départ, sauf que là, aujourd'hui, on a les vaccins qui peuvent faire quelque chose pour nous. Donc voilà, on aura évidemment, moi je pense sincèrement que la Covid va nous impacter tout le monde, comme elle va impacter la Covid. Parce que, bien évidemment, on n'en est pas encore sorti, mais pour cette année, c'est sûr. 2021, c'est certain. Et donc, j'espère qu'on sortira le plus vite possible. J'espère, si mois de mai, les vaccins peuvent avancer une fois pour toutes, et qu'on s'en sort un petit peu, ce sera le bienvenu. Maintenant, vous avez tous les chiffres sur la situation de l'économie mondiale. Je ne vais pas revenir dessus. Et si vous voulez bien, on va passer à ce qui nous intéresse le plus. C'est ce qui nous intéresse, nous, à l'ayant en fait, pour les conséquences de la crise sanitaire sur les finances publiques. Donc, je vais vous en compte tout à l'heure. La capacité de financement des administrations publiques qui ont perdu 6,7 points en 2021 prévu, après moins 11 points en 2020. Donc c'est très très important, parce que des élections comme ça, il y en a peu beaucoup. Donc je tiens à vous... Excusez-moi, monsieur Leclerc, mais vous avez sauté la partie démographique. Et dans la partie démographique... Ah, vous venez après, pardon. Sur Neuilly, Oui, sur Neuilly. Ah non, j'ai bien. D'accord. Donc la complicité des entreprises et l'achèvement de l'abandon de la TH pour relancer la consommation en plus grand et bien plus d'investissement, le secteur public territorial qui représente 55%,
pour ce qui est par exemple du BTP, c'est les communes qui étaient les principales, qui donnaient le plus de travail au BTP. Il est bien évident que si les finances des communes sont atteintes, il est bien évident qu'on va mettre un peu la pédale douce et que tout s'étalera dans le temps. Les concours financiers de l'État, donc la dotation générale de cette décentralisation qui compense les charges résultant de transfert de compétences, la dotation d'équipement des territoires ruraux, la DETR, la dotation de soutien à l'investissement local, la DSI, la dotation globale d'équipement des GSE des départements, ces concours financiers de l'État à 51 milliards en 2009. Aujourd'hui, vous savez qu'on est impacté sur ces dotations pour la mairie. Donc là, on n'a pas eu les résultats escomptés. Ça, je vous en parlerai tout à l'heure dans les finances. Une chose qui est importante dans la finance pour cette année, c'est la simplification d'automatisation du FCTVA, qui pourra un peu plus lisser le budget de la commune, puisque là on est à N+2, c'est ça Sophie, et donc là on pourra être dans la foulée remboursée du FCTVA. Donc tout ça, ça demande une automatisation. La mise en œuvre sera progressive sur 3 ans pour les dépenses éligibles réalisées à partir du 1er janvier 2021. En 2021, pour les collectivités percevant le FCTVA, l'année même de la dépense. En 2022 et en 2023, respectivement, pour les perceptions en N1 et N2. Et en 2021, bien sera réalisé pour s'assurer de la neutralité budgétaire, puisque, évidemment, c'est comme pour la compensation de TH, je ne vous en donne pas plus, parce qu'on doit vous en donner. Donc, par ailleurs, deviennent éligibles les dépenses de fonctionnement liées à la fourniture de prestations. Donc, des solutions au nom de l'informatisation en âge à compter du 1er janvier 2021. Donc là, on seront éligibles les fournitures pour ce qui est de CDD. Alors, la réforme à visée écologique de la tâche d'aménagement. Le Conseil de défense écologique du 27 juillet 2020 a fait la volonté de lutter contre la progression d'une artificialisation des sols essentiellement liés à l'habitat et aux infrastructures de transport, trop importantes. Et proposer l'adaptation de la taxe d'aménagement avec 3 mesures. Ça, c'est important pour ceux qui sont dans la mesure. Encourager davantage l'utilisation de la part départementale de la taxe d'aménagement affectée aux espaces naturels sensibles en y intégrant des opérations de renaturalisation. Exonérer de taxes d'aménagement les places de stationnement intégrées au bâti, c'est là où on arrête le frais, pour réduire la surface au sol dédiée au stationnement. Actuellement, le taux de la taxe d'aménagement compris à 5% des décisions collectives peut être majoré de façon très contrainte pour financer uniquement des travaux substantiels de voirie, de réseau ou la création d'équipements publics généraux, et proposer l'élargissement des motifs de majoration du taux pour un emploi destiné à des actions de renouvellement urbain. Donc ça, on en parlera, on aura certainement à parler sur le coût qui est en révision là, en ce moment. L'achèvement de la réforme de la TH, puisque vous savez que là, du coup, du fait de la crise, ça a reculé un petit peu pour ceux qui vont être exemptés de taxes d'habitation. 80% y sont cette année, donc les 20% restants, ça va s'étaler jusqu'en 2023. Et alors, il en reste pas quand même au titre des résidences secondaires. Voilà. Et conserver aussi la taxe d'habitation sur les logements vacants. Alors, les impacts de cette réforme sont nombreux. Dès 2021, transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Donc là, vous verrez sur votre fiche d'impôt, là je tiens à insister, c'est que vous verrez 2 lignes sur le foncier, avec celle qui restera, la part qui restera au département, et la part qui est reversée à la commune, mais qui comprendra la TH, puisqu'on sera financé maintenant par la taxe d'habitation. La TH a disparu. Donc ne soyez pas étonnés si vous avez 2 lignes sur votre fiche d'impôt. Mais ce sera neutre. D'accord ? Donc, l'instauration d'un mécanisme de coefficient correcteur destiné à neutraliser les écarts de décompensation pour les
communes liées au transfert de la part départementale de la taxe foncière et bâtie. Donc voilà, pour ce qui est, c'est surtout ce qui va concerner le livre, le restant, je vous en fais grâce. Donc on va passer à ce qui nous intéresse, le profil de clientèle, la démographie, ce que je disais tout à l'heure. Donc vous voyez qu'en 1975, là on part de loin, hein, on était à 1898 habitants. Ce qui nous intéresse plutôt, c'est les années à partir de 2011, puisque c'est là où ça a commencé à bouger. 2011, 3082 habitants, ça se maintenait. 2016, 3300, 2017, on est passé à plus de 50, 2018 à plus 9%, 2019 plus 5,9%, et 2020 plus 4,45%. Et aujourd'hui, l'INSEE donne, c'est pas vrai recensement puisqu'il a été reporté, mais maintenant il a des chiffres qui sont justes, on peut dire, à 3861 en 2021. Dernier recensement de l'INSEE. Excusez-moi, mais ces chiffres, ils sont pas bons. Les chiffres que vous avez pris là pour 2016, 2017, 2018, 2019 et 2021, c'est 2016, c'est en fait 2013. Vous les avez pris dans un document 2016 INSEE population légale en vigueur à compter du 1er janvier 2017, mais la date de référence au-dessus du tableau, c'est au 1er janvier 2013. Et le chiffre que vous donnez pour 2021, c'est le chiffre 2018. Oui, enfin aujourd'hui, on est bien 3861. Aujourd'hui, alors je veux bien vous accorder moi ce qu'on va donner, ce que vous avez vous, mais aujourd'hui, on est bien 3861. Non, on est plus, puisque c'est le chiffre qui était en 2018. Oui, depuis là, ça a augmenté, on ne peut pas. Mais c'est ce qui. M. Marani, effectivement, depuis un certain nombre d'années, l'INSEE nous communique tous les ans, je dirais, le chiffre de la population municipale totale de Terra au 1er janvier de l'année. Mais il considère au niveau de l'INSEE que les recensements officiels sont les recensements qui ont lieu tous les 4 ans. Donc au niveau de l'INSEE, eux, les chiffres, je dirais, que de ces recensements officiels dits pour eux tous les 4 ans. Mais nous, en commune, on détient les chiffres qui nous communiquent par ailleurs chaque année au 1er janvier de chaque année. Je détiens les éléments à votre convenance. Je les ai tout comme vous, mais quand on va voir sur le site de l'INSEE, le dossier complet... Ce que je disais, c'est que le site de l'INSEE prend en considération tous les recensements officiels. Je suis d'accord avec vous, mais quand vous allez chercher le deuxième tableau de l'INSEE, INSEE historique des populations communales, recensement des populations de 76 à 2018, vous ne tombez pas sur ces chiffres-là. Et le chiffre que vous mettez en 2021 est cité pour l'année 2018. Et ça ne va pas au-dessus. Ça, c'est la population totale. C'est la population totale ou la population municipale? Le chiffre de l'INSEE pour 2018, ce qui est marqué sur ce fichier, c'est 3818 habitants. En 2016, 3448. En 2017, 3655. Pour être très clair, on a le document de l'INSEE, données locales, dossier complet, données en fait. Non, mais monsieur Claire, moi j'invente. Non mais monsieur Claire, moi j'invente rien. On n'est pas en train d'inventer des chiffres. On a relu votre document parce qu'il y a énormément. Alors là, il faut nous expliquer concrètement pourquoi il y a ce décalage. Mais on a épluché concrètement le dossier sur la base des données locales de l'INSEE, dossier complet de Neuilly-Antel, arrêté au 16 février 2021. Et les chiffres que l'on vous donne, c'est 3861 en 2018 donnés par l'INSEE. C'est écrit noir sur blanc dans les tableaux. C'est le 1er janvier 2021. Non. Mais non, dans un autre document que vous nous avez... Pardon ? Le 2021 n'existe pas puisqu'il n'y a pas de recensement. 2020, pareil, il n'y a pas eu de recensement. 2019 non plus. Mais oui, mais... Le document, je l'ai là. C'est ce document-là. Quand on passe au-dessus de 3500 habitants, c'est là où on est obligé d'avoir un bloc d'ailleurs, et c'est là où ça change tout au niveau administratif pour la commune. Alors, attendez, il y a un truc que j'ai eu ce privilège en arrivant, ça a commencé là, puisque le premier bloc qu'il y a eu, c'est obligé de la présenter l'année dernière au mois de mars.
Donc si on était passé à 3500, 3600, comme vous dites, 2 ans plus tôt, il est bien évident qu'on aurait dû s'adapter déjà à l'époque à ce qui concerne les communes de plus de 3500 habitants. Nous, on essaye de comprendre, hein, monsieur, on clair quelque chose pas clair. Parce qu'en plus, ces chiffres... Mais nous non plus. Vous savez, dans les chiffres qui sont donnés de l'État, de l'un et de l'autre, c'est toujours la même chose. Quelquefois, vous avez des études qui vous mettent des chiffres, une autre vous en met d'autres. Moi, je sais que ce qui nous est arrivé de l'INSEE, le dernier chiffre de l'INSEE qui est sorti, c'est le chiffre qui nous intéresse en 2021. Enfin, quand je dis 2021, c'était fin de 2020. Il était à 3861. Oui, il est ici. Mais quand on lit au-dessus du tableau, il est marqué date de référence statistique 1er janvier 2018. C'est les chiffres 2018. Et il n'y a pas que nous qui le disons. Dans le document que vous nous avez donné pour la révision du plan local d'urbanisme pour 2017, on nous donne le même chiffre de 3655. Et c'est qu'il n'est pas le chiffre que vous indiquez dans le job. Hein. Les choses très claires. Donc, même vous, dans vos documents, ils sont contradictoires entre le DOB et la révision du PLU. Dans les chiffres qui nous sont donnés, c'est la base de l'INSEE. Donc nous, on essaye de comprendre ce qui ne va pas, parce qu'il y a un truc qui ne va pas quelque part, quoi qu'il en soit. Oui, monsieur Jacob, je sais votre façon de voir ce que vous avez fait, votre politique là-dessus. Moi, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, on est bien 3800 habitants. Après, s'il faut changer, on tiendra compte de ce que vous dites. Oui, mais monsieur Auger, je suis d'accord avec vous, mais enfin, bon, je vous rappellerai quand même que la Cour des comptes régionale rappelle que le débat d'orientation budgétaire vise à préparer l'examen du budget en donnant aux membres du conseil municipal en temps utile les informations qui leur permettront d'exercer de façon effective leur pouvoir de décision à l'occasion du vote du budget. Donc si on a un DOB qui n'est pas réaliste, ça va être compliqué de pouvoir prendre de façon effective une décision, d'autant que je rappelle quand même que ce DOB, conformément à l'article 21 du règlement intérieur de la commune, doit être examiné 2 mois avant le vote du budget. Là, c'est 1 mois. Voilà ce que j'ai. Population légale au 1er janvier 2018, en vigueur à compter du 1er janvier 2021. Pardon, excusez-moi. Population légale au 1er janvier 2018. Oui. En vigueur à compter du 1er janvier 2021. Population municipale, 3818. Voilà. Population comptable par 43. Donc ça, c'est ceux qui sont des étudiants. Oui, on est d'accord. Et population totale, 3861. Oui, donc c'est bien la population 2018, oui, donnée en 2021. En vigueur au 1er janvier. Oui, pour l'année 2018. Population en vigueur au 1er janvier. Oui, mais on ne va pas jouer sur les mots, Madame Mercian. On sait très bien qu'entre 2018 et 2021, en 3 ans, il y a eu une évolution de la population, puisque le cabinet d'architectes prévoit même 4426 habitants pour 2021. Non, Monsieur Jacob. Monsieur Jacob, aujourd'hui, puisqu'on parle de 2021, je vous fais grâce à tous ces chiffres, parce que vous savez comme moi, toutes les projections qui sont faites, qu'elles soient vous prenez un cabinet, vous ça, vous prenez l'autre autrement. Oui, on est d'accord, ce n'est qu'une prévision. Vous avez des chiffres comme ça, je reçois, il y a jamais qui comprend. Oui, mais là, c'est l'INSEE, monsieur Claire. Oui, eh bien, c'est l'INSEE. Aujourd'hui, si je vous disais aujourd'hui, on est 3500 habitants, d'accord? Je comprendrais votre courroux, puisqu'aujourd'hui, on est 3860. Non, mais il n'y a pas de courroux, hein. Non. Aujourd'hui, on est bien dans les chiffres, d'accord? Oui. Et cette population-là, aujourd'hui, puisque vous parliez du flux tout à l'heure, lycée depuis 2008, lycée, effectivement, on est sur le flux, il n'est pas réalisé en termes de logement et en termes d'habitants, puisqu'aujourd'hui, on devrait être à 4450, je ne sais plus le chiffre exactement dans la tête, mais on devrait être beaucoup plus, on n'a pas réalisé les objectifs du flux de 2008. Du flux et du SCOT, les deux. Donc le SCOT nous donnait 4450. Donc, dans les conclusions du flux qu'on réalise aujourd'hui, et effectivement, ils sont alignés sur le SCOT, notre population devrait être bien plus que ce qu'elle est aujourd'hui. On devrait être plus de 4400. Donc, lycée sur les années, alors effectivement, il y a des hauts et des bas, tout simplement parce que quand vous prenez en compte un lotissement, bien évidemment, quand les gens arrivent,
Quand vous faites du logement social, comme on a l'obligation, je vous rappelle, de le faire, que ce soit M. le maire, M. Jacob, ou qui vous voulez, vous êtes obligé de les faire, sous peine maintenant d'être taxé. Donc, de toute manière que vous dites j'en veux pas, vous serez obligé d'en faire. Ça, c'est une chose. De tous les maires qui ont pu le faire, la vérité, c'est d'ailleurs dans les grosses communes, les communes riches. C'est pas ça qu'on dit. Le débat il n'est pas là-dessus. Non, mais, monsieur le maire, il n'est pas là-dessus le débat. Nous, on aurait souhaité que dans le document, on nous indique clairement qu'effectivement, le chiffre de référence qu'on prend en 2021, c'est 3061, parce que c'est le chiffre arrêté par l'INSEE en 2018. Et après, on sait pertinemment qu'entre 2018 et 2021, il s'est écoulé 3 ans, et que la population a augmenté. Le chiffre qu'on va prendre en compte aujourd'hui, pour tout ce qu'on fait aujourd'hui, de toute manière, et tout ce qui est proposé pour cette année, c'est le chiffre de 3861. Oui, mais alors pourquoi dans le doc, vous marquez que Neuilly est dans la strate des moins de 3499? C'est ça. Vous me dites qu'on prend 3800 et à la page, je ne sais plus combien, il est indiqué qu'on situe Neuilly-en-Tel dans la strate de 3499. C'est la même chose, c'est celui de la voilà. Donc il y a un problème dans... Il y a des contradictions, c'est ça qu'on essaie de nous expliquer. Quand vous regardez ici, date de référence, 1er janvier. Voilà. On n'est pas contre la population qu'on veut émettre, c'est celle qui est indiquée en vigueur. Mais pour le coup, au 1er janvier. Oui, mais elle est légale, parce que c'est le dernier recensement, mais elle est en vigueur au 1er janvier. Regardez, population légale, au 1er janvier. Mais pas en vigueur au 1er janvier 2021. Donc, Mais c'est pas pour 2021. en 2015, si, c'est pour 2021, en vigueur. Sinon, je ferais passer plus de 3005 de payer en temps. On va dépasser de 3500. C'est le chiffre de l'INSEE, ça. C'est vrai, à 3005, on les a dépassés à la commune. 2017. Moi, je suis pas sur le PLU, là, de toute façon. Non, je suis pas sur le PLU. Je parle du DOB, page 16. Vous indiquez dans la situation et orientation budgétaire de Neuilly-en-Tel, la commune est comparée aux autres communes de la strate 2000 à 3499. Et vous nous dites qu'on est à 3861. Donc la commune ne peut pas être comparée à la strate 2000. Dans la phrase, on se base sur les éléments qui sont issus de la DGFIP de 2000. Oui, mais l'INSEE vous donne un chiffre population à 3861. Ben non. Mais non, il peut pas y avoir, non, mais Madame Herson, il faut qu'on soit cohérent, il ne peut pas y avoir différents niveaux d'analyse dans un débat d'orientation budgétaire, où on prend les chiffres de 2018, pris au 1er janvier 2021 à 3861, et on dit que la commune de Neuilly-en-Tel est dans la strate de 3500 et au-dessus. Pour les chiffres financiers, puisque nous n'avons pas la possibilité d'obtenir des chiffres, je dirais, certifiés de la part de la DGFIP à N-1. Si statistiquement ils n'y arrivent pas, ils ne peuvent pas nous les produire. D'accord. Donc, on est obligé de faire différents niveaux d'analyse. Il y a une présentation générale du profil de la commune, qui vous est donnée ici, et qui vous fait état, je dirais, d'éléments dont j'ai connaissance officielle. Donc, par exemple, les chiffres de l'INSEE, où je rejoins tout à fait M. Grani, je ne l'ai jamais dit au contraire. Les populations légales pour l'INSEE sont celles des recensements officiels, le dernier est en 2018, mais les populations en vigueur que nous sommes obligés de comptabiliser pour tenir compte des différentes obligations qui sont les nôtres sont celles qui sont indiquées comme étant en vigueur. Et c'est pour ça que nous avons pu tout de suite détecter que nous étions passés au seuil des 3500 habitants au 1er janvier 2020. Sinon, ce DOB ne serait pas là ce soir et il n'aurait pas eu lieu l'année dernière non plus. Et pour autant, renseignement pris, il m'a été très clairement stipulé l'année dernière par la préfecture et les services de la réflexion qu'il me fallait absolument respecter les règles des plus de 3500 habitants à compter du 1er janvier 2020. Donc, pour ce qui est, je dirais, de l'analyse financière, je pense peut-être l'avoir mal exprimé, je m'en excuse par avance, mais le problème est que les chiffres que l'on peut vous produire ne sont que les chiffres certifiés de GFIP, et cela ne sont que les chiffres actuellement de 2019. Or, en 2019, ces chiffres-là correspondaient à l'activité financière d'une commune qui se trouvait être dans la strate des moins de 3500 habitants, puisqu'on avait que 3480. Donc, si vous voulez, j'entends ce que vous dites, mais le problème, voilà, mais le problème, c'est que là, vous appliquez cette analyse financière que je comprends tout à fait à une étude démographique. Démographiquement, on ne peut pas donner la population ni en 2019, ni en 2020, ni en 2021, puisqu'il n'y a pas eu de recensement. Alors, ça peut effectivement se
cette façon-là, sauf que l'INSEE a fait d'énormes progrès en matière de comptabilisation et d'enregistrement des évolutions d'habitants, puisque nous sommes suivis informatiquement pour chaque décès, chaque naissance, chaque arrivée, chaque départ. Donc c'est pour cette raison que depuis maintenant un certain nombre d'années, ça doit remonter à 2006 je crois, ils sont en capacité de nous proposer des chiffres en vigueur. Là-dessus je vous rejoins, je n'ai pas les populations légales, sauf l'année où il y a le recensement, des chiffres en vigueur permettant aux communes d'adapter leur modalité de fonctionnement aux réalités de leur nombre d'habitants. D'accord. Voilà. Et si nous avions effectivement franchi ce stade des 3500 habitants beaucoup plus tôt que ce que vous m'indiquez, je pense que monsieur le percepteur de l'époque et monsieur le sous-préfet de fait nous auraient tiré l'oreille en disant attention, vous n'êtes pas dans les clous en matière de règles applicables pour plus de 3500 habitants. D'accord, mais si on suit votre logique, si on reprend vos calculs dans les tableaux suivants, sont faux. Parce que vous prenez on prend votre tableau où vous avez fait les tranches d'âge. Si vous faites le total de votre tableau, vous tombez sur plus de 3400 habitants pour l'année 2017, vous tombez plus sur les chiffres que vous mettez en haut. Il est là le problème. Je n'ai pas tous les tableaux sous les yeux au niveau des tranches d'âge, etc. Mais ça, ce sont des données que j'ai simplement prises dans l'INSEE voilà, mais rapporté et qui sont des données qui, lorsque je peux être commis d'erreur, mais... Non, vous n'avez pas commis d'erreur. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous prenez ce tableau-là, dans la même page, et les deux premiers tableaux, c'est la population, et en 2017, elle donne 3655. Donc, vous ne pouvez pas utiliser une partie de la page et pas l'autre partie de la page. Les calculs, ils sont faussés, c'est ça que je suis en train de vous dire. Moi, si vous voulez, je n'ai pas fait de calcul, j'ai juste repris les tableaux qui me sont proposés. Je sais. Par l'INSEE et qui sont datés. Et ces tableaux, lorsqu'ils sont datés, la référence est en général indiquée. Je suis d'accord, mais sur cette page, il y a un tableau de population qui est aussi daté au même titre que les retranchements par âge et qui donne, je redis pour 2017, 3655 habitants. Et si c'était le cas, M. Marani, depuis 2017, on aurait connu écoutez, et les appartements, etc. Depuis 2017, c'est passé que si on faisait ce que vous dites, 1600, aussitôt. On peut vous laisser l'imprimer. Non, Bah oui, mais quand on vous écoute, on a l'impression qu'on raconte des bêtises. J'ai pas de leçon. Mais non, c'est pas des leçons, monsieur Claire, on essaye de comprendre, on vous dit qu'on a des chiffres, et vous nous dites qu'ils sont pas bons, c'est les chiffres de Les l'INSEE. chiffres aujourd'hui qui vous intéressent, c'est la population en 2021. D'accord. D'accord, c'est ces gens-là qui vont nous payer les impôts cette année. D'accord. Ce tableau, c'est où vous avez tiré les tranches d'âge. La première ligne qui a sauté, population ensemble de toutes les tranches d'âge pour 2017, 3655 personnes. Je ne sais pas si c'est un chiffre. Parce que, je comprends que légalement, les chiffres 2018 rentrent, en fait, ce que vous nous avez expliqué qu'en 2021, on prend les chiffres de 2018 d'un point de vue budget, ça je comprends. Voilà, bref. Ça je veux bien comprendre. Mais ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que si on étudie la population de Neuilly comme vous l'avez fait, on ne peut pas partir sur ces chiffres-là, puisque les trucs sont biaisés. 2017, partout c'est marqué 3655 habitants. C'est le tableau POP-T0, population par grande tranche d'âge. C'est le premier tableau dans le document de l'INSEE. Non, j'ai rien à Le résultat sera le même à la finale. Il est bien évident que l'État n'aurait pas attendu 2 ans pour nous faire passer au-dessus de 3005. Si on y passait 2 ans, on est d'accord. Non, on n'est pas d'accord. Voilà, de toute manière, on verra.
Pour ce qui est du reste, la population de clientèle en 2017, avait moins de 30 ans représentait 40%, les enfants 163 enfants de moins de 3 ans, et alors qu'ils étaient 106 en 2012. Donc ça, on a vu la justifie. Donc la population, alors ce qui est intéressant de savoir, c'est que lissé sur les années de 2008, pour reprendre le spot, on a une population qui a tourné autour de 1%, qui était bien en dessous de ce qui était prévu par le spot. Soit on est à 1,5 à fournir. Donc, pour ce qui est des nouveaux logements, vous avez le nombre de barèmes, hein, à la page 12 sur 30, où vous avez l'évolution des logements, et vous avez vu que justement ce qui est sorti, c'est là où on a la poussée démographique, entre 2015, 2016 et 2017, c'est les opérations qui ont été faites de Courry. On a eu 2 lotissements sur Rue-des-Villes, et c'est surtout ce qui a fait beaucoup, c'est la route de Courry, puisque là-bas, évidemment, ce qui a été construit là-bas, c'est déjà une pour tenir les obligations du logement social, et la deuxième, c'est aussi ce qu'on avait fait pour Courry, puisque ceux qui s'en rappellent, qui sont là depuis un certain temps, on était dans une zone industrielle abandonnée, et c'est vrai que l'entrée de la ville là-bas n'était pas très jolie. Il y a encore à faire, je veux bien vous l'admettre, mais c'est vrai que ça vient changer de quartier. Donc, on a fait du pierre de coups, on a amélioré le quartier en même temps qu'on a construit, parce que bon, malgré qu'on a construit, je ne vous cache pas que les demandes de logement, c'est tous les jours que les gens viennent demander, hein, tous les jours. Et malgré qu'on construit, il y en a encore beaucoup comme ça. Donc, vous verrez que 2018-2019, là, on n'a pas relancé le lotissement. Hein. Alors, des logements, il y en a quand même qui se construisent, même quand il n'y a pas de lotissement. Ça, c'est l'effet de saucissonnage d'entreprise, de maison. C'est l'effet aussi des corps de ferme. C'est l'effet aussi de celui qui a un grand terrain qui vend et qui fait pas mal de logements dessus. Donc, c'est pas forcément un lotissement du style de Francelot ou Fleet ou autre. Donc, vous voyez que 2018-2019, et vous pouvez ajouter 2020, on est en baisse de population, ce qui fait que là, ça va redescendre encore le ratio lissé sur plusieurs années. Donc, on est bien en dessous de produire ce qu'on devrait. Parce que les 4450, on devrait être plus les années-là où on n'a pas fourni, on devrait être, oui, les 5000, on devrait pas garder d'hier. On est loin. Ça, c'est pour répondre à ce qu'on. Quand on dit qu'on va être 7000 demain. Oui, mais moi, je n'ai pas dit qu'on aurait 4000 habitants en 2030. Non, je pense qu'honnêtement. Hein je vous rappelle quand même que vous l'avez écrit noir sur blanc. Hein. Ouais, ça, c'est le maximum. 4000. Non. Si vous avez écrit, M. Jacob. Projection pour 2030, 4000 habitants. Les 4000, on les aura dépassés en 2021. Hein C'est ce qui était prévu. Les prévisions sont pas toujours. Donc, je ne pense pas qu'on était complètement dans l'erreur. Non, mais les 4000 habitants, tout ce qu'on prévoit aujourd'hui, on a 4450 et de toute manière, pour avoir des habitants dans les années à venir en plus, je parle au chiffre, il faudra déjà, à l'heure qu'il est, quand on est qu'il y a rien de lancer à l'heure qu'il est, en sachant qu'un lotissement au minimum 3 ans pour le sortir. Si vous tapez sur le logement social, c'est encore plus long parce que le temps d'avoir des financements d'Europe et autres, c'est encore plus long. Donc aujourd'hui, il n'y a rien de prévu. On a 2 ans, parce que vous faites partie de la commission, vous savez, on a 2 ans de révision de flux où là, comme je vous disais, il y a deux entités qui sont sorties qu'on ne peut pas bloquer parce que c'était déjà lancé. Mais là, on a fait ce qu'il fallait pour les réduire un maximum. Pourquoi? Pour la pression sur nos équipements publics. Et après, ça va être bloqué. C'est bloqué pendant 2 ans. Donc, de toute manière, c'est pas pendant les 2 ans-là qui vont venir qu'il y aura des logements qui vont sortir en quantité industrielle. Et donc, ce que vous avez là dans le barème tout en bas, ça va continuer encore pendant un petit bout de temps. Donc, et étant donné les finances des communes, enfin l'ensemble des communes d'ailleurs, c'est pas seulement des
sur les finances, il est bien certain qu'il faudra réduire les équipements publics aussi bien que les constructions seront étalés dans le temps. Ça, c'est un fait Covid, c'est clair. Vous ne pourrez pas faire un groupe scolaire ou autre si vous n'avez pas les finances. Alors, l'avis local. Donc là aussi, je pense que là, aussi qu'il y aura des erreurs pendant longtemps, puisque 38 associations type loi 1901 sont enregistrées au répertoire national des associations pour la commune. Donc là, c'est vrai qu'on bénéficie d'un bon voyage d'équipements sportifs, puisque tous les sports sont représentés à l'oriental, sauf le football, mais qui peut pratiquer. Je parle associatif. Donc les cours de tennis, 3 cours de tennis, un centre équestre, terrain de foot, rugby évidemment, terrain de basket, hand-volley, badminton. Donc le basket, à la salle, ça peut se faire à l'extérieur aussi, le volley, badminton. Sur les associations, je pense que l'effet Covid aura un effet, tout simplement parce que les associations vont avoir mal à s'en remettre. 2 années d'arrêt, c'est sûr que ça pose beaucoup de problèmes, surtout dans les sports collectifs. Je m'inquiète moins pour le sport individuel, puisque là, si vous avez 30 licenciés, vous pouvez vivre comme vous en avez 250. Mais vous ne faites pas de sport co si vous ne faites pas d'équipe avec 11 ou 15 ou 20 personnes. Et il faut des jeunes jusqu'au plus vieux. Donc là, ça pose des problèmes. Et l'autre problème qui se passera, c'est pas trop le financier qui m'inquiète, l'autre problème qui se passera, c'est le bénévolat. Et effectivement, j'ai vu aussi, on a discuté de ça dernièrement, c'est que les bénévoles qui sont arrêtés pendant 2 ans, on sait très bien que pour les remettre au travail après, c'est très difficile parce qu'ils ont fait leur mi-tournant. Et donc, quand ils ont repris leur mi-tournant, on a du mal à les faire revenir. Donc, comme beaucoup d'associations marchent avec des bénévoles, et bien évidemment, quand on arrivera à faire les élections de ces associations, il y a des chances que d'aucune meure. Parce que vous allez devoir garder des licenciés, si vous n'avez pas un président, un secrétaire et un trésorier, ça va. Sur les associations, donc il est indiqué qu'il y en a 38, on ne teste pas. Par contre, ce serait peut-être bien qu'on ait la liste actualisée de ces associations, parce que j'ai pris le guide des associations que la commune a rédigé, et je n'en dénombre que 20-25 dedans. Donc, ce serait, voilà, juste à titre indicatif pour qu'on sache quelles sont les associations sur la commune. Oui, parce que c'est celles qui sont, oui, peut-être qu'elles sont pas dans votre livre, mais ça m'étonnerait. Attends, c'est pas le mien, c'est votre. Non, non, il n'y a pas de. Voilà, c'est juste pour savoir, on a peut-être des associations qu'on ne connaît pas. Donc, c'est ce que c'est, on l'avait fait pour aider les associations, je peux en partir. C'est-à-dire que ça, d'habitude, c'est eux qui faisaient leur publicité du président. Oui, non, mais ça, il n'y a pas de problème avec ça. On a peut-être des associations dont on n'a pas connaissance, donc si on peut avoir la liste. Étant donné qu'il y avait le livre des sont dessus, donc évidemment, on peut faire 50 pages de plus. Non, je ne vous demande pas de refaire un guide. Juste nous donner la liste, enfin la liste nominative des associations. Je pense que ce chiffre-là, qui est le chiffre fourni, donc effectivement, il y a des associations de collectivité qui sont des chiffres qui sont toujours au niveau du registre des associations du RNA. Et certaines d'entre elles ont été dissoutes et elles n'ont pas fait la déclaration. D'accord. Elles sont toujours considérées. Elles sont toujours comptabilisées. D'accord. Mais je pense que les associations actives, à ma connaissance, sont a priori celles Oui, non, mais on est d'accord. Hein, nouvelles, puisque oui, enfin, il y en a eu depuis, mais. On en a eu des nouvelles, mais oui, sur le livret qui est sorti, ils sont là. Ah oui, non, mais ça, je remets pas en cause l'existence des associations. Je veux juste connaître les associations. Des équipements sportifs. Après, bon, là, je vais faire un petit aparté sur les associations. Le nombre de ménages fiscaux, c'est pareil. 1550, 1555 ménages fiscaux, ça c'est pareil, il y en a d'autres, ça bouge évidemment. Le revenu médian, ça fait pourtant 23 340 € sur clientèle, ça vient d'augmenter un petit peu. La part des ménages fiscaux imposés, donc 58%. Donc
Et le nombre, alors ce qui est important, c'est le nombre d'emplois recensés sur la commune qui a diminué sur les études passées, de 1101 à 1054 emplois entre 2007 et 2017. Mais je pense que là, alors on en perd, c'est toujours pareil, tous les perds à un moment, tu les retrouves après, puisque là sur la zone, il est censé se créer des emplois, ce qui fait que ça remonte un petit peu. Donc voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin que dans une entreprise, si pour qu'elle dure, il faut qu'elle se modernise, il y a moins de monde. Donc c'est pas parce qu'il y a moins de monde qu'il y a moins d'entreprises. Voilà. Alors ici, évidemment, on est toujours, le point principal, c'est toujours l'agriculture, l'industrie, construction, très peu, 2006, les commerces, 77,4, et puis les administrations publiques, anciennes administrations, à 96,7. Ça, c'est les données 2017, ici, d'accord. Ensuite, là, je ferai cadeau. Alors, s'il faut quand même venir sur les entreprises, puisque là, on en parle, pour venir sur les hectares disponibles dans les zones industrielles. Donc, ça, on en avait parlé, puisqu'on l'a voté le dernier conseil municipal pour les extensions de zones pour la communauté de communes. Donc, les 14,5 hectares disponibles. Et au 1 AUE, c'est 28 hectares pour accueillir de nouvelles activités. Alors ça, ces 28 hectares-là, c'est de l'autre côté, hein, c'est de l'autre côté de la route de Couille. Donc ça, c'est la communauté de communes qui s'en occupe, puisque c'est eux qui ont la compétence. Donc les surfaces agricoles n'ont pas beaucoup évolué, donc depuis 2008, les ports de ferme, les fermes, c'est pareil, les fermes, c'est pas parce que les ports de ferme, les fermiers sont partis, ont vendu le port de ferme, que les terrains ne sont pas cultivés. Moi, je commencerai à m'inquiéter quand je verrai des terres en friche. Aujourd'hui, elles sont cultivées. Les agriculteurs aujourd'hui qui restent, ce sont des sociétés. Et tant mieux qu'ils ont aujourd'hui des 500-600, voire plus d'hectares, puisque c'est pas avec 25 hectares que j'ai connu dans mon temps que vous acheterez les éoliennes d'aujourd'hui. Et donc, il y a moins de fermes, mais il y a toujours des entreprises plus importantes et les terres sont toujours cultivées. Parce qu'à noter, c'est que justement, nous n'avons pas pris entre 2008 à aujourd'hui beaucoup de superficie des terres agricoles pour construire. Donc ensuite, pour les financements, donc ce qui est intéressant, je vais vous faire tout le détail, ce qui est intéressant pour la commune, c'est le produit de fonctionnement, une fois qu'on a additionné tout ce qui rentre pour les ressources, donc 3 457 099, c'était ça, c'est la donnée de 2018, j'insiste, donc je fais cadeau de... Alors vous avez les strates, oui, 2019, ça c'est au-dessus. Donc budget 2019, pourquoi vous mettez 2018 C'est parce que c'est un lien un peu rigolo. D'accord, donc ça c'est 2019. Alors, sur le côté, là, vous avez donné 2018, d'accord, la petite page là. Vous voyez, page 16 sur 30. Tout en bas. C'est bon? C'est bon. Donc voilà, donc ce qui est important, c'est la strat qu'il faut regarder. La capacité d'autofinancement. Quand il y a une entreprise administrative de l'IDEA, il ne faut pas de réappréciation budgétaire. Non, je suis toujours dans les données passées, hein, d'accord? Voilà, donc là, on était sur 2019. Donc, j'insiste pour regarder surtout sur le fonds de roulement et la capacité d'autofinancement, c'est ce qui m'intéresse. Ensuite, bon, ben, la page derrière, je vais noter, capacité d'autofinancement, c'est important, le fonds de roulement, c'est ce que je viens de vous dire. Le bilan de la commune au 31 décembre de l'exercice 2019. Et on passe ensuite, donc là vous avez aussi les données 2019, sur la page 18,
expliqué, ce qui est important, c'est par rapport à la strate. Hein. Regardez le montant par habitant et le montant par habitant pour la commune. Donc, ensuite, on passe à la commune. Donc, l'année 2020. Donc là, sur l'année 2020, là, ça va être, on a une année, évidemment, où on a réalisé ce qui était vu en fin 2019. Nous, on n'est pas une commune qui a un peu travaillé, contrairement à d'autres, tout simplement parce que c'était déjà lancé. Je parle de la rue de Beauvais, où on a pu faire les travaux de Beauvais, qui étaient lancés dans des travaux qui avaient été faits en 2017 déjà. Et comme c'était lancé, on a pu travailler au début 2020, enfin, quand le confinement était terminé. Donc, pour les prévisions pour cette année, donc l'absentéisme, je vais passer tout ça, puisque oui, évidemment que sur l'absentéisme, il faut que j'y vienne quand même, parce que sur l'absentéisme, cette année 2020, on a beaucoup d'absentéisme dû au Covid. Et 2019-2020, nous avons eu une augmentation de l'absentéisme par rapport aux données que vous avez là sur les données de 2019. D'accord? Puisque là, on a eu les titulaires remplacés et les remplaçants remplacés. Hein, ce qui vous a amené une forme de défense, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Pour ce qui est de 2020, on a terminé l'année pas trop mal, étant donné les circonstances. Donc une perte sur liée au salaire des agents, qui est à peu près aux alentours de 100 000 €, c'est ça, de perte d'exploitation, principalement sur le santé. J'avais juste une question concernant, parce que vous évoquiez les taux d'absentéisme, et on sait que la masse salariale, ça pèse énormément sur un budget. En fait, j'aurais souhaité savoir comment sont financés les arrêts maladie dans le public. Est-ce qu'il y a une partie prise en charge par les caisses primaires et une partie par la prévoyance? Alors, c'est extrêmement simple. Je dirais que nous avons une assurance du personnel que nous souscrivons chaque année, pour laquelle l'assurance d'ailleurs, je vous ai demandé chaque année également de voter le taux d'augmentation. C'est la fameuse assurance qui s'appelle la CNP. Et donc, cette assurance nous compense les arrêts maladie des agents, alors maladie ordinaire, maternité, accident du travail, accident de service, avec un certain nombre de carences, ainsi, les 15 premiers jours d'arrêt maladie ne sont pas remboursés. D'accord. Et nous procédons donc à ce qu'on appelle la subrogation, c'est-à-dire que les agents ont le maintien de salaire plein. Voilà. D'accord, mais le reste à charge sur le budget de la commune, c'est quoi sur un arrêt maladie au-delà des 15 premiers jours d'arrêt? Théoriquement, si la CNP fait bien son travail, on est remboursé à hauteur de 75-80%. Je revérifie les conditions du contrat, mais ça doit être à peu près de ce niveau-là. Ce qui nous pose en revanche beaucoup de difficultés, et chaque année je le souligne, c'est qu'on a un grand décalage de versement. C'est-à-dire qu'au moment où se produisent les événements, on a parfois 6 à 8 mois de délai avant le versement de la CNP. Ce qui fait que dans les budgets qui sont contraints par une année civile, je vais avoir, si j'ai eu par exemple les 2 derniers trimestres de l'année N-1, beaucoup d'absents, des remboursements qui vont être finalement comptabilisés sur les 2 premiers trimestres de l'année N+1, et du coup, mon compte administratif de l'année N-1 va se trouver déséquilibré, et mon compte administratif de l'année N+1 va se trouver également déséquilibré.
mais cette fois-ci à l'inverse, parce que c'est ce fameux décalage qui nous pose problème. Mais ça, vous ne le provisionnez pas en fin d'année, en fait? Alors, vous n'évaluez pas pas en euros dans combien un ça chemin de provisionnement pour ce type de dépenses et de recettes, parce que dommage, parce que c'est ça fait malheureusement, on est assujetti aux règles de la comptabilité publique, pardon, excusez-moi, qui demande un provisionnement uniquement, et là-dessus je vous rejoins, sur quelque chose que l'on va pratiquer pour la première fois cette année, c'est essentiellement les impayés, ce que vous avez d'ailleurs délibéré il n'y a pas très longtemps, les impayés et les mises en non-valeur pour les recettes que nous n'arrivons pas à récupérer de la part des particuliers et non pas de la part des entreprises. D'accord. Voilà. C'est quelque chose, je prends de tête de la Alors, dépasse. de plus en plus, nous avons pratiquement plus que des remboursements d'ex-CNP parce que la partie remboursement dite de la CETU concerne les agents multipulaires ou les agents saisonniers le cas échéant, et cette fraction de personnel est quand même extrêmement minime et la plupart du temps, pas malade. Ok. Merci, madame la Merci. L'absentéisme, on est dans la norme, on n'est pas à 5%. Le problème, c'est que là, on a une population jeune au centre aéré, donc bien évidemment, jeune qui dit jeune dit maternité, ce sont beaucoup de femmes. Et là, aujourd'hui, c'est 3. 2 ou 3, enfin, quand il y en a une qui revient, c'est l'autre qui part, puis quand on a fini, ben, c'est l'autre qui a le deuxième, donc plus maintenant avec les années qu'on a. Alors c'est très bien, parce que nous, et puis il faut aussi, voilà, je n'ai rien contre, mais c'est vrai que quand c'est âgé, c'est plus d'arrêt de travail, parce que tu as plus mal au dos, et ainsi de suite, puis quand c'est plus jeune, il y a la maternité. Enfin, ça, c'est libre, voilà. Donc, après, ce qu'il faut faire à regarder de près, c'est la dette de la commune. Et après, on passera à la provision de l'année 2021. Donc, en page 24, si vous regardez la dette de la commune, aujourd'hui, on est à un remboursement possible sur 5,2 ans. Donc, on est très très bien, puisque la capacité de désendettement sur 5,2 ans, c'est plus que bien, pas tout, il faut le dire. Et vous avez en dessous le graphique qui vous montre en lancement 2025. Alors aujourd'hui, il reste 2 choses à la commune, comme emprunt, c'est la première cantine qu'on a construite sur le boulevard et le centre aéré, puisque tout ce qui a été fait pendant le mandat de M. Aubry, il faut le dire, pratiquement une bonne partie a été faite en fonds. D'accord. C'est pour cette raison qu'on excusez-moi, monsieur le maire, 5,2 ans pour vous désendetter, c'est quelque chose de très théorique évidemment, mais le seuil derrière c'est à 12 ans. Oui, c'est bien en dessous. Ouais, tout à fait. Voilà, je le remettre en dessous. Enfin, moi, je là, il faut rester comme ça. Donc c'est vrai que, étant donné aujourd'hui les charges qui tombent à chaque fois, il est bien évident qu'il y a 2 choses à surveiller, enfin, on voit de ce que j'en sais, c'est la capacité de financement à la fin de l'année et la dette. Donc le temps qu'on reste avec une dette modérée et qu'on a une capacité de financement à la fin de l'année en fonctionnement, on peut reporter en section d'investissement, donc ça doit être très bien. Voilà. Donc c'est vrai que quelquefois on reporte moins en investissement tout simplement parce qu'on garde une petite marge, c'est ce qu'on proposera certainement dans le budget 2021, mais c'est aussi quelque part, c'est l'équilibre, mais c'est aussi du financement. Voilà, donc pour ce qui est des projets de cette année, vous avez une question? Pour ce qui est des projets de cette année, donc, les ratios budgétaires, je viens de vous les donner, les dépenses de fonctionnement, la population, produit les impositions non directes, les dépenses, les recettes réelles de fonctionnement, les dépenses d'équipement, l'encours de la dette et la dotation globale de fonctionnement,
les derniers ratios. Donc, quand vous regardez les ratios par rapport aux habitants, vous voyez que les chiffres sont pas trop. Voilà. Donc ensuite, pour ce qui est de cette année. Donc cette année, nous reste la mairie toujours, puisque c'est un chantier qui dure et qui coûte. On avait choisi de payer ces travaux sur fonds propres. Et là, c'est un gros morceau, hein, puisque suite à l'ABF qui a refusé notre premier plan, qui était pour moi le super, qui n'avait pas, je veux dire, par rapport à ce qu'on a été obligé de faire, 300 000 € de plus de coût, qui, à mon sens, moi, ne me donne pas ce que j'aurais voulu faire, je tiens à le dire, mais enfin, bon, on a fait avec, on a fait du mieux qu'on a pu, mais on est passé de un peu plus en dessous du $1 million à 980 000 ou quelque chose comme ça, à 1,4 million avec les avenants, et avec étant meublé, on va arriver à 1,5 million. Autrement dit, évidemment, ça nous a enlevé des capacités de financement sur l'investissement. Autre chose, nous avons rencontré Mme Hersan et moi-même le sous-préfet la semaine passée pour espérer d'autres subventions. On n'aura pas. On est passé l'après-midi avec tout le staff en face, et donc il y a une paire de subventions qu'on n'aura pas tant qu'on sera financé à 37% sur l'année. D'accord. Donc on a une petite possibilité ça c'est toute la combine qui prend la tête tout le temps, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, de faire financer un petit peu en refaisant le plan de ce qui nous reste à la jonction. Puisque là on est fini côté de côté, mais encore le petit, ce qui était le bureau pour passer de l'autre côté, la jonction. Ah oui. Donc de refaire le dossier là-dessus pour essayer, c'est ce qui est au bout d'une après-midi de discussion, c'est tout ce qu'on a eu. Et on a pu signer un client au téléphone, ça a été signé, enfin bref, voilà. Donc on aura fait ce qu'on a pu, on a donné notre personne, on a mis ensemble, on ne pouvait pas faire mieux. C'est parce que c'est un lapsus là. j'ai eu beaucoup de mal à garder mon père, je vous garantis. Voilà, bon, tout ça pour vous dire, on a fait tout ce qu'on a pu. Pour vous dire qu'on a un million d'investissement pour la banquier, et ce qu'on a mis à vous. Voilà, tout simplement. Et un chiffre tout rond, je vais garder dans la tête. Voilà. Alors, il est bien évident que quand on fait un plan de financement, évidemment, les subventions de tout ce qu'on est censé avoir. Donc, ça n'empêche que on va finir cette mairie, on n'est pas non plus ruiné non plus, sauf qu'il faut faire attention, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ensuite, les projets d'études, on a les deux classes à construire qui ont pris leur retard aussi, suite à la Covid aussi l'année dernière, parce que dans les cours d'école, on ne peut pas travailler quand on veut, on est obligé de travailler quand c'est les vacances. Si tu loupes les vacances, tu sautes aux vacances d'après, et c'est vrai que dans une année, on n'a pas beaucoup de créneaux pour pouvoir travailler, surtout pour certains travaux de la démolition et autres. Donc après, l'administratif, c'est la France, ça prend beaucoup de temps. Il manque toujours un point, une virgule, voilà. Et c'est vrai que c'est pénible, mais finalement, on est arrivé, les OS d'être signés pour les classes à l'école de Lucie. Et on est sous la BF aussi. Donc on devrait commencer ces travaux au mois d'avril, aux vacances d'avril, pour ce qui est du BTP. Et si tout va bien, alors le marché est fait comme ça, pour qu'elle soit livrée au mois de septembre. Normalement, on ne devrait pas avoir l'ouverture de classe à la rentrée, mais bon, tant que c'est officiel, je préfère garder. Ensuite, j'ai commencé à la chaudière, évidemment, on a pris, on a fini. A été terminé aussi à De Vinci le changement de chaudière. Alors, le chaudière, on a supprimé le chaufferie. Donc ça a été terminé avec pour remettre l'école de Vinci et la cantine scolaire sur une même chaufferie et en passant les deux au gaz, puisque De Vinci était au fioul. Et il y avait
sur une seule chaufferie, on va à une chaufferie, et en plus, ça va bien, parce que là, même à 17 degrés, il n'y a pas eu de souci. Donc voilà. Le déménager les services techniques de la Roulinière, donc ça, c'est dans l'idée, je l'avais au programme. Donc, ça va demander un certain temps, bien évidemment. Déjà les études, puisque pour les études, il faut compter cette année, elle passera aux études de toute manière. Et pourquoi? Tout simplement pour, déjà, pour être en sécurité pour les gamins qui vont s'enterrer, qui vont à la bibliothèque, parce que les gamins des écoles vont la bibliothèque, et aussi pour mettre aux normes le dernier bâtiment public qui nous reste, à mettre aux normes en termes de handicap, d'accès. Mais ça peut se faire une fois que le bâtiment actuel préface, des services techniques, je pense que vous connaissez, sera démoli. Voilà, donc ça, je commence à y travailler. Donc tout ça pour amener les services techniques derrière le cimetière, loin de la possession. Donc pour ce qui est du centre-bourg, la réalisation de la première norme, c'est pas fini, enfin on s'en faire parce que l'hiver nous a pris. La mise aux normes de la rue de Beauvais, on arrive au bout, il reste encore quelques. Il reste des marquages au sol à faire, il reste encore des quilles à poser. Là, on sera finalisé le PMR en montant, il faut bien commencer quelque part. Je parle de la vieille ville, hein, parce que quand on fait des lotissements, maintenant ça se fait systématiquement. Donc, on part de la route d'Hercules pour arriver jusqu'ici, et y compris les écoles pour le centre aéré. Là, on va clôturer le dossier, puisque avec la mairie de passage piéton, hein, quand vous faites la lettre de Lucie, par exemple, le passage piéton pour reprendre derrière devant le monument mort a été baissé. On a monté des marquages au sol pour l'identifier comme il faut. On va passer ici, sortir au plus haut, là, et repasser. Pour aller en face au centre aéré, où là, il y aura des quilles de poser, parce que apparemment les automobilistes n'ont pas encore compris que quand c'est marqué avec un pied, avec ce qu'il faut au sol, on se le garde pas, mais on n'a pas compris, pourtant ça faut de prendre des 135 €, enfin, donc voilà, donc avec les quilles, il reste des quilles dans le marché, sont posées là, de façon que les gamins soient en sécurité pour le centre aéré. Donc on va clôturer ce morceau-là. Donc tout ça, c'est les 180 000 €. Pardon. Tout ça, c'est 180 000 €. Donc c'est pas terminé. Alors ça viendra, on a commencé l'année dernière, mais le financement se fait cette année. Vous le retrouverez dans vos dépenses, dans votre dépense de cette année. Donc vous voyez que cette année, à part finir ici, les classes de l'autre côté, ça représente quand même beaucoup d'argent, hein. Et derrière, ceci dit, ça n'empêche pas de mettre, si on fait les travaux dans la réflexion du purge quelque part, et il y a à cet endroit-là un passage piéton qui pose problème, qu'il faut créer, on en profite. Hein. Évidemment, des choses sur un budget, 30% des choses en fonctionnement, surtout en BTP, ça. On ne sait pas ce qu'on va faire, hein, tout dépend, ça tourne. Voilà, donc ça c'est tout ce qu'on peut, surtout sur l'investissement, tout ce qu'on peut prévoir. Donc le personnel. Sur le personnel, cette année, 1er janvier, nous avons la comptable qui est partie, Annie, pour ceux qui connaissaient, qui est partie en retraite, hein, elle fait plus que son compte, hein, parce qu'elle est partie à pratiquement 68 ans pour nous embêter. Je suis très reconnaissant. Et donc, Annie faisait les deux postes, elle faisait compteur et urbain. Donc, ça n'existe plus, ça. Donc, aujourd'hui, on a deux personnels très performants, je dirais. Donc, une en comptable et une à urbain, qui donne satisfaction à l'heure où je parle. Et donc, je suis très content. Et donc, aujourd'hui, on parle de dématérialiser pour ce qui est l'urbanisme. Et il fallait vraiment des gens vaincus. Voilà. Donc, sur le personnel, je remplace le poste pour poste. Étant donné là au service technique, le chef est parti en retraite au mois de juillet. Et il a été remplacé en interne. Et il y aura eu d'embauche. Mais
noté sur la partie du personnel que vous aviez ajouté du temps partiel. Quel est le temps partiel que vous avez ajouté l'année dernière, puisque a priori il n'y avait pas d'activité ou peu liée au Covid? Alors, en fait, le temps partiel sont les deux personnes, donc il y avait une seule qui donc, est existée en 2019, la deuxième a demandé son passage en temps partiel l'année dernière. Ce sont des personnels féminins du pôle enfance. On demandait de bénéficier de 80%. Ah oui, d'accord, c'est une minoration du temps. On n'ajoute pas de TP. Vous parlez pas de chômage partiel. Non, pas du tout. Non, temps partiel, c'est vraiment, si vous voulez, les personnels qui ont de droit la possibilité d'obtenir une diminution de leur temps de travail et de leur rémunération. D'accord, donc c'est pas une charge supplémentaire de frais de personnel, parce que de la manière dont c'est écrit, on a l'impression que c'est... Parce que vous avez entièrement raison, parce que des personnels présents 40% du temps en moins, certes financièrement c'est un moins, mais en présence physique c'est un gros handicap, puisque ce qui compte au niveau de l'organisation des emplois du temps du pôle enfance, je parle sous le contrôle de c'est la présence physique des personnels pour respecter les ratios et les quotas et les taux d'encadrement. Donc vous avez remplacé les personnels, c'est ça. Donc du coup, il faut qu'il prendre quelqu'un. D'accord. Ok. Et on va avoir encore ok. Et pas vraiment un ajout finalement, parce qu'il y a quelqu'un qui diminue et vous prenez quelqu'un pour être voilà. Physiquement, c'est quand même une personne en plus. Et pour 2021, on a d'ores et déjà eu des demandes pour un troisième passage à 80%. Donc, on va très certainement conserver les personnes qui ont des remplacements pour pouvoir, je dirais, assumer, mais encore une fois, je parle sous mon contrôle, assumer, je dirais, cette problématique des taux d'encadrement. Elle est poussée sur le personnel dans les communes, sont typiques des communes qui ont des centres pour les gamins, des centres aériens. Tout simplement parce que, comme disait Mme Vincent, pour les ratios, là on a ouvert l'année dernière, pour les écoles maternelles, voilà, l'année d'avant, pour les 3 ans, à partir de 3 ans. Donc là, les ratios sont encore plus resserrés, et donc à chaque fois, c'est là où on sait très bien que les communes qui ont ce genre qui ont et ce service-là chez eux, le personnel et la masse salariale aussi, c'est toléré, une hausse de masse salariale tout simplement pour ça. Et si on enlève ça, évidemment, on retombe dans les ratios normaux. Donc vous enlevez 100 salariés à payer, vous avez enlevé votre partie de la masse salariale. Et surtout, on la gère des fois, comme en ce moment, c'est presque au jour le jour. Voilà, aujourd'hui c'est un cas contact, on a là aujourd'hui j'en ai un au service technique, et puis voilà. Alors autant au service technique, vous avez un qui manque, que ce soit à la longueur pour faire une journée, pour pas que ça soit le jour pour ramasser les nouvelles, mais si vous êtes avec des petits ou sans table, vous le connaissez tout seul. Il faut quelqu'un pour vous faire le service, mais voilà, les parents sont très contents. Voilà, donc on se bat avec ça. C'est vrai qu'on a déjà en temps normal, parce que les gens qui sont jeunes, qui ont des enfants, quelquefois il y a des malades aussi qui arrivent, où ils sont obligés de le garder, ça arrive aussi. Et donc, voilà, à gérer, c'est très dur. Ça, c'est très très dur pour les gens qui gèrent. Moi, je leur tire le chapeau parce que c'est pas simple. Le service technique, tout ça, c'est différent. Les gens sont là, ils font leur journée, c'est différent. Voilà. Mais là, on n'achète pas de 100%. C'est là qu'est le problème. Et juste une dernière question que je n'ai pas posée tout à l'heure, concernant les accidents du travail, parce que ça, pareil, ça coûte énormément d'argent, plus l'arrêt dure, plus ça vous coûte. Vous faites des analyses des accidents du travail pour éviter qu'ils se produisent? Parce que vous avez mis un taux de fréquence, mais pas un taux de gravité ou l'inverse dans leur contenu? Alors, en fait, je dirais la CNP, puisque nous parlons tout à l'heure de cet assureur, nous remet donc un rapport extrêmement précis qui combine à la fois la fréquence, la gravité, la durée, etc. Et donc, essentiellement, nous essayons d'intervenir sur la prévention plutôt que sur la gestion des accidents de travail. Sachant que, en règle générale, ils sont qualifiés d'accidents de travail, mais ils n'ont pas une gravité extrême. Mais malheureusement, la loi est ainsi faite. L'agent qui tord le pied en descendant du camion, il est dans la
l'accident du travail. Voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, depuis donc 3 ans d'ailleurs, nous avons entamé la réalisation d'un document unique, qui est le document donc, conducteur des préconisations en matière de sécurité des agents. Et on a commencé par le service technique, justement parce que c'était eux les plus exposés, et on mène, on va dire, peut-être dire un mot un peu fort, une guerre, pour qu'ils soient systématiquement porteurs de leurs équipements de protection individuelle, de manière à justement régler, juguler, diminuer les taux d'accident. Systématiquement, quand on prend quelqu'un, même pour le remplacement, il ne travaille pas s'il n'a pas les chaussures, s'il n'a pas tout ce qu'il faut. Ah oui, Les chaussures, ça c'est clair, vous avez des techniques, ça c'est un petit peu comme d'autres choses. Et ça le problème, c'est qu'on n'est pas derrière. Les chaussures, tout ça, bon, après, moi j'ai cherché à faire quelque fois, quand il fait chaud, on va le mettre le gilet. Il le met, mais quelquefois, on va qu'il a. Mais il y a une vraie prise de conscience. Mais bon, ça s'arrange sérieusement. Moi, ça, j'ai fait attention parce que quand je travaillais, donc voilà. Donc, en conclusion, plus personne n'a de questions? Non. Donc en conclusion, je vous donner quand même la conclusion. Au vu de ce qui passait dans les élections communales qui étaient qualifiées de vote, le taux des impôts locaux était conservé à l'identique et le stock de la dette a diminué. Le ratio de rigidité structurelle est 0,51% qui correspondait dans sa part passive, seuil d'alerte à 0,65% dans une gestion rigoureuse. Voilà, ça c'est la conclusion. Vous avez les chiffres, vous l'aurez dans le budget qui va suivre dans un mois. Les chiffres réels, les voilà, donc tout ça pour la conclusion, c'est que cette année, on va terminer ce qui était passé, étant donné que la Covid m'a regardé, j'espère qu'on sera regardé parce que ça va en tous. Pour info quand même, je pense déménager fin avril, avec une masse à faire, la dernière semaine d'avril dans les locaux, à côté. Et après, il y aura encore à partir du 3 avril, si les entreprises sont à l'heure. 3 mai. Le 3 mai, à attaquer sur cette partie-ci la jonction avec les bâtiments qui ne sont pas abandonnés. L'autre info qu'il faut que je vous donne aussi, parce que comme ça on sera complet, c'est la fermeture de la section de l'antenne, je crois que vous savez tous. Donc, il y a la mairie maintenant, si vous recevez des choses d'impôts, vous allez les voir, ça restera sur les clientèles une permanence de quelqu'un qui restera dans 2 jours et qui fera pour renseigner les gens, c'est tout. En rapport avec les impôts, on renseignera sur les taux. Oui, c'est des gens en place, parce qu'ils sont partis du 1er janvier. Donc voilà, donc il faudra réfléchir à ce bâtiment. L'idée, c'est de ramener ici, on aura fini, puisqu'il faut 2 jours par-ci, 2 jours par-là, ainsi de suite, c'est de ramener les services de l'État et les services du département ici, et de supprimer totalement les gens. C'est de répondre à quelque chose de mieux pour tout le monde. Parce que ce bâtiment-là, il a été, je n'ai jamais été, dans l'idée de le donner en abonnement. Voilà. On lève la séance. Ah oui, il faudra peut-être le voter. Oui, on prend acte, donc on acte la tenue des notes. L'Assemblée prend acte. Pardon ? On rencontre des réserves tout à l'heure. Les chiffres. Voilà. Et bien, écoutez,